Vous travaillez sur la prévention de l'épuisement professionnel avec les entreprises. Depuis quelque temps, vous vous êtes particulièrement intéressé aux conjoints des personnes vivant un burn-out, un épuisement professionnel, des difficultés au travail. Pourquoi ? Bonjour Daniel. Au cours de ma pratique, je me suis rendu compte qu'en fait, il ne suffit pas d'accompagner la personne vivant un burn-out, de l'accompagner par rapport à sa souffrance au travail, mais également de voir un peu ce qui se passe au niveau de son entourage, qui vit aussi les répercussions de ces difficultés. Et si on n'y prend pas garde, il peut y avoir un effet boule de neige. Qu'avez-vous constaté ? Plusieurs choses. Quand un conjoint vient me voir, très souvent ils se sont coupables de la situation, en tout cas coupables de ne pas arriver à aider son conjoint, son partenaire à aller mieux. Et très souvent il a essayé plein de choses qui n'ont pas marché et à force d'avoir essayé, il est lui-même épuisé et il ne sait plus, il ne trouve plus de solution. Également, ce que j'ai constaté, c'est que très souvent, en fait, la personne pense qu'il faut qu'elle l'aide et qu'elle trouve la solution pour son conjoint. Et donc, c'est une responsabilité énorme, en plus de sa vie à elle, et donc ça lui met beaucoup de pression. Donc, c'est très important de remettre les choses dans l'ordre et de dire aussi que la personne, enfin le conjoint est là pour aider, mais n'est pas là pour faire à la place d'eux. Quelles peuvent être les différentes réactions ? Les réactions sont multiples. La première, c'est qu'il peut n'y avoir aucune réaction. Le partenaire est en souffrance, mais le conjoint n'allant pas forcément très bien, ou a le nez dans le guidon, donc sur ce, il ne voit pas. Donc il ne voit pas les choses se détériorer, puisque un burn-out, un épuisement professionnel vient petit à petit, donc les choses s'installent et très souvent la personne va compenser. Donc le conjoint ne voit pas ce qui se passe, donc il ne réagit pas. Autre alternative aussi, c'est qu'il ne va pas réagir parce qu'il a peur du conflit. Il se dit que s'il réagit, ça va encore faire de l'énervement, de la colère, et donc il va y avoir un conflit. Ou alors il se dit aussi, bon, ça n'a pas l'air si grave que ça, moi aussi je suis fatiguée, et donc il va préférer ne rien dire. Donc vous voyez, il y a plusieurs cas de figure. Et puis il y a aussi le conjoint qui va réagir, peut-être un peu fortement. Triste de voir le partenaire ne pas bien aller, et sur ce, il va y avoir de l'énervement et du conflit. Et puis aussi, lui est fatigué et le fait de s'occuper de l'autre, ça lui prend également beaucoup d'énergie. Donc, comme vous voyez, sur ce, les choses vont aussi s'aggraver, mais aussi bien de la part du partenaire que du conjoint. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça peut aller même jusqu'au maternage, mais dans ces cas-là, les choses ne vont pas s'améliorer, au contraire, c'est l'effet boule de neige du mal-être. Oui, que vous dites l'effet cascade. Exactement, l'effet cascade. Et oui, parce que si les conjoints sont fatigués, le stress va se développer. Et on sait très bien par des études que plus on a de stress, moins on est empathique. Donc forcément, le manque d'empathie va favoriser les conflits à répétition. Et donc, ce conjoint qui vient me voir a l'impression d'avoir tout essayé. Il a donné des conseils, sauf que vous ne me contredirez pas, je pense, quand on donne un conseil à quelqu'un, c'est rare que la personne le suive parce que ça ne correspond pas à ce dont elle a besoin et ce qu'elle est. Donc la personne va avoir donné des conseils qui ne vont pas avoir été suivis, donc ça va un peu l'énerver. Et puis elle va aussi l'avoir soutenue, cette personne, elle va aussi avoir pu montrer aussi du jugement par rapport à la situation extérieure. Bref, elle va avoir fait plein de choses, sauf que le dialogue est bloqué, la situation est sans issue, la personne vient me voir, elle-même est épuisée. Difficile après un conflit, effectivement, de savoir comment faire, comment réannoncer les choses. Ça peut commencer par quoi ? Alors, ce qui est important, c'est quand un conjoint vient me voir, en général, je vais très souvent lui dire « Arrêtez de vouloir aider votre conjoint. Arrêtez de vouloir aider le partenaire qui ne va pas bien. » Ça peut vous paraître un peu égoïste, c'est en fait tout le contraire. Lorsque l'on n'est pas bien, soi-même, on ne peut pas aider l'autre. Et donc, la première personne qui doit faire quelque chose, c'est soi. On doit soi-même aller mieux. Alors, qu'est-ce qui va nous procurer du bien-être ? Peut-être des activités de loisirs, des activités sportives, suivant ce que l'on aime, de la culture. Et puis ça peut être aussi passer plus de temps avec ses enfants,
Ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi aller voir des amis, aller voir ses amis et avoir une vie sociale. Voilà. Pourquoi ? Parce que très souvent, quand dans la famille, quelqu'un vit un burn-out, en fait, on va peut-être se renfermer, ne pas s'autoriser à profiter de la vie parce que l'autre va pas bien. Donc le travail ensemble, ça va être justement de retrouver du bien-être via des loisirs et aussi en même temps lâcher prise. Un lâcher prise forcément sur des activités. Très souvent en fait on fait beaucoup de choses qui en fait ne nous ressourcent pas. Ce sont des choses qu'on doit faire et on fait majoritairement des choses qui nous prennent des ressources. Et donc là on va essayer de trouver avec cette personne concrètement comment est-ce qu'elle peut faire pour trouver du temps. Donc ça peut être l'enfant à qui on fait faire ses devoirs tous les soirs, qui peut aller à l'étude. Ça peut être des tâches ménagères qu'on va alléger pour garder du temps et pouvoir se faire plaisir. Et se faire plaisir, ça va faire quoi ? Ça va faire que nos hormones de plaisir vont remonter et on va aller mieux et on sera plus à même de pouvoir aider son conjoint. Ça peut créer un décalage dans le couple, ce que vous dites là. La personne en souffrance, qu'est-ce qu'elle devient ? Alors tout d'abord, je vous parlais tout à l'heure que des personnes ne vont pas réagir parce qu'elles ne voient pas que le partenaire ne va pas bien. Lorsque nous-mêmes allons bien, on va être plus à même de voir des changements physiques, des changements moraux de notre partenaire. Par exemple, une addiction, par exemple, le fait qu'une perte de poids, une prise de poids, ou à l'inverse aussi, au niveau moral, un énervement, une colère, se rendre compte que c'est pas à son égard, mais c'est parce qu'elle ne va pas bien. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, bien sûr, si on va mieux, peut-être que ça peut faire réagir aussi le partenaire qui lui va mal. Et peut-être qu'il va se dire, qu'il va essayer de réamorcer aussi un dialogue. Et imaginons par exemple que votre conjoint sur ce vous dise tiens, j'aimerais peut-être refaire une formation. Votre première réaction, ça peut être non mais ça va pas, regarde dans quel état tu es complètement fatigué, tu es incapable d'aller faire quoi que ce soit en ce moment. Si vous dites ça à votre partenaire, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se dire j'en ai marre, de toute façon, quoi que je me propose, c'est toujours la même chose. On n'arrive pas à se parler, à se comprendre, moi je veux essayer de m'en sortir et j'ai l'impression qu'elle est tout le temps en train de vouloir me couler ou que de toute façon tout ce que je propose, rien ne marche, on s'en sortira jamais. Donc ça c'est le mur, on s'est pris un mur, voilà. Et puis si on commence à aller mieux par contre, on peut aussi se poser la question de se dire qu'est-ce que ça voulait dire en fait cette phrase-là, tiens je ferais bien une nouvelle formation à la Chambre des métiers. Et là, on va utiliser une technique. Je vais l'imager pour que ce soit plus facile à comprendre. Vous voyez, ce que représente ce coussin, c'est un édredon. On va faire comme si c'était un édredon. Bon, moi, chez ma grand-mère, il était orange. Vous aussi, je présume ? Il était bordeaux. Ah, bon. Bon, on va dire que c'est à peu près le même. En tout cas, je suis sûre que l'édredon chez vous, comme chez moi, il était certainement plein d'arcariens, c'est pour ça que j'en ai plus, que j'ai juste un coussin. Mais en tout cas, il était certainement moelleux comme ça. Oh oui. Bon, voilà. Et donc là, ça veut dire que, en fait, on va avoir une parole vis-à-vis de l'autre qui ressemble à cet édredon. C'est-à-dire que la parole va épouser ce que l'édredon va épouser ce qui est dit. Et donc, par exemple, ça va donner quoi ? Vous me dites, le partenaire va me dire, ouais, je pense que je pourrais faire une formation. Et alors l'édredon, la parole édredon, c'est ah ouais, c'est intéressant ce que tu me dis là. Mais ça consiste en quoi ? Et là, hop, ça consiste en quoi ? Vous renvoyez vers votre partenaire. Et là, votre partenaire va vous dire, écoute, c'est au sujet de l'administratif, là j'ai vu qu'il y avait des choses de proposées par la Chambre des métiers, peut-être que sur ce, ça pourrait m'alléger mon travail. Là, vous allez continuer, vous allez dire, ah oui, donc voilà, ah oui, et ça comprend combien d'heures, comment est-ce qu'il faut s'organiser, et tout ça. Et vous êtes dans l'édredon dynamique, parce que là, à chaque fois, c'est un peu interrogatif, et vous allez vers l'autre. Même si vous vous dites, en ce moment, c'est pas possible, en ce moment, il sera incapable d'y arriver, de toute façon, il est trop fatigué, vous l'écoutez, vous écoutez. Et en fait, le fait de l'interroger fait que lui, il va peut-être de lui-même se rendre compte qu'il est fatigué et qu'il a peut-être avant à trouver une solution aussi pour se reposer, pour profiter de cette formation. Mais en tout état de cause,
cette manière de dialoguer, cet édredon dynamique, va faire que l'on n'est que chez la personne qui a son problème, qu'on n'est pas dans nos interrogations, et que c'est peut-être ça qui va faire que la personne va commencer à s'interroger et se dire « Ah ouais, donc peut-être que mon idée n'est pas si mal, parce que même mon conjoint réfléchit avec moi, mais elle a raison, peut-être qu'il faut que je me repose avant. » Et malgré tout, si la personne continue à aller mal, on n'est pas tout puissant. Donc de fait, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Et une personne qui est venue en entretien m'a dit un jour j'attendais que ma femme tombe. qu'elle tombe. Oui, c'est un peu dur comme terme, on peut se dire qu'est-ce que. Enfin voilà. Et en fait, ce monsieur qui, lui, avait continué à avoir ses activités, il essayait de raisonner sa femme, mais qui continuait, qui ne voulait rien savoir, qui avait un très très gros poste. Et donc, il se disait en fait, plus vite ma femme va tomber, moins il y aura de dégâts et plus vite je pourrai l'aider. Et c'est arrivé. Un jour, il reçoit un SMS marqué, donc un SMS de sa femme, indiquant au secours. Il a appelé. Un collègue a répondu. Il était à côté de sa femme, qui était par terre en pleurs. Il ne pouvait plus rien faire. Et donc là, il a appelé évidemment les pompiers qui sont arrivés et elle a été hospitalisée. Et donc, c'est vrai que ce témoignage, à la fois fort, à la fois, cet homme m'a même dit, j'ai eu l'impression à un moment que ma femme avait un amant tellement elle était prise par son travail. Donc vous voyez, ce sont des mots très forts, très importants et très graves. Et à la fois, c'est comment ne pas en arriver là. En conclusion, Bénédicte, que diriez-vous de tous ces témoignages que vous écoutez ? La parole du conjoint est importante. Et à la fois, ce conjoint, quand il arrive, il faut le rassurer, lui dire qu'il n'est pas tout puissant, justement, qu'il est là pour être en soutien, que ça peut prendre du temps, mais que dans une démarche d'écoute active, il aura un moyen de faire prendre conscience à son partenaire que ce partenaire peut s'en sortir à condition qu'il réfléchisse et qu'il ait envie de s'en sortir et surtout qu'il commence à voir les voies vers lesquelles il peut aller. Alors ça peut être aller se soigner chez le médecin parce qu'il va vraiment très mal, mais ça peut être également justement suivre une formation ou faire des choses qui vont faire que ce conjoint va trouver ses propres solutions. Voilà. Et donc ça c'est très important. Donc le conjoint n'est pas là pour trouver les solutions à la place du partenaire, mais il est bien là pour l'accompagner et peut-être lui dire les choses tout en restant à sa place et aussi, ça c'est très important, en fixant ses limites. C'est-à-dire aussi de dire moi je ne peux pas aller au-delà de ça, moi je veux bien que tu fasses ci, mais il y a un moment il faut aussi qu'on ait une vie à nous, donc programmer des vacances, programmer des temps de famille qui puissent vraiment être vécus ensemble. Mais en fait tout ça peut venir aussi avec cette écoute active, hein, je dirais, cette écoute active, c'est-à-dire cette écoute où on doit faire un effort de se taire, d'écouter l'autre, de ne pas se servir de sa parole pour parler de ses propres problèmes ou parler de soi-même. Écouter l'autre, c'est aussi oublier justement son petit schéma intérieur qui va donner des inquiétudes. Donc non, on ne donne pas ses inquiétudes, on est centré sur la personne. Écouter l'autre, c'est aussi l'aider justement à trouver ses propres solutions. Donc on n'est que sur les problèmes de l'autre. Et donc ce n'est pas du tout de résoudre les problèmes et de répondre aux questions. Mais c'est essayer d'accompagner l'autre. Alors ça prend du temps, ça se fait petit à petit, hein, c'est un peu une technique des petits pas, on n'y arrive pas d'un seul coup. Et il y a des avancées puis des reculs. Et ce qui est important, c'est d'être accompagné, c'est en tout cas de ne pas être seul, et c'est de pouvoir aussi donc, être bien pour avoir assez de force pour à la fois mettre des limites et à la fois accompagner son partenaire, et ça vaut le coup. Je vous remercie Bénédicte pour ces précieux conseils et nous allons garder à l'esprit la métaphore de l'édredon qui est très belle. Merci beaucoup Daniel.